Bonjour, ce mois-ci, donc on est en septembre 2024, ça fait 30 ans que je suis multi-expatriée. 30 ans d'expatriation, ça se fait, ou dans tous les cas, ça mérite un petit retour en arrière sur mon parcours et un peu les leçons que j'en retire. J'ai fait un article à ce sujet, mais j'ai pensé que ça valait aussi la peine de vous en parler ici en vidéo. Donc lorsque je parle de mes 30 ans d'expatriation, je n'inclus pas mon enfance. Pourtant, avant de m'installer avec mes parents en Suisse, mon pays d'origine, avec mon petit frère, j'y suis arrivée à l'âge de 4 ans. Avant de m'y installer, je suis d'abord née au Congo-Kinshasa, donc à Kinshasa, et j'ai vécu aussi 3 ans en Allemagne. Ces années de ma petite enfance ont forgé ma destinée parce qu'à l'âge de 8 ans, j'avais déjà un plan. C'était celui de devenir institutrice et de partir enseigner en Afrique. Je dis souvent que comme Obélix, je suis tombée dans la marmite de l'expatriation et ça a complètement influencé ma destinée. Le bilan que je retire, c'est que pour ma part, mon enfance a clairement été moteur dans ma décision de partir travailler à l'étranger. Ayant depuis accompagné un grand nombre d'expatriés, je sais combien les motivations qui nous poussent vers la mobilité internationale sont aussi diverses que personnelles. En 94, donc quand je suis devenue adulte, tout jeune adulte, j'avais 21 ans. En 94, donc mon diplôme d'enseignante primaire à peine en poche, j'ai cherché une organisation humanitaire qui serait prête à m'envoyer travailler en Afrique. J'ai eu l'incroyable privilège que DM, Échange et Mission, une petite organisation humanitaire basée à Lausanne en Suisse, me donne ma chance alors que je n'avais que 21 ans et aucune réelle expérience professionnelle. J'ai été envoyée à Madagascar pour 1 an et j'y suis finalement restée 3 ans. J'ai découvert à cette occasion-là le monde de la solidarité internationale, de la coopération au développement, participant à divers projets éducatifs, autant au niveau local qu'au niveau national. C'était l'époque où Internet n'existait pas. Donc on s'écrivait des lettres qui mettaient entre 3 à 5 semaines pour arriver à destination et je n'avais pas non plus les moyens à cette époque-là d'appeler mes parents au téléphone. Je le faisais qu'une fois par an pendant 3 minutes en PVC à l'occasion du Nouvel An en fait. J'ai été donc là-bas enseignante, je donnais des cours de français dans une école de 1100 élèves, de la maternelle au baccalauréat. C'était la première fois qu'une étrangère travaillait dans ce village, j'étais à Bantulampi et j'étais la seule blanche de cette petite ville. Je vivais dans des conditions qui étaient très très locales et surtout assez rudimentaires. Au début, quand je rentrais dans les salles de classe, les plus jeunes élèves pleuraient en me voyant parce qu'ils avaient peur que la vasa que j'étais, la vasa c'est-à-dire l'étrangère, allait leur manger les oreilles. Puis, très vite, au fil du temps, j'ai été intégrée. Quand j'allais au marché, les enfants m'accostaient en me saluant d'un joli petit « Salut Lanchi ». Donc, le bilan que je retire de cette période-là, tu t'en doutes, j'ai vécu une expérience unique. Ça a été une expatriation pas du tout comme les autres, où je vivais seule en immersion totale dans la culture locale. J'ai dû apprendre à m'intégrer, me faire accepter et me créer un réseau social et de soutien malgré mes différences. J'ai dû m'adapter aussi à des conditions de vie très très basiques. Et également, j'ai dû ajuster ma manière d'enseigner aux réalités locales parce que j'avais des classes avec plus de 50 élèves et aussi très peu de moyens à disposition. Cette expérience a été tellement formatrice pour moi qu'elle m'a permis de construire une confiance en moi qui est inestimable. J'ai énormément appris des autres et surtout sur moi, j'ai réalisé que j'avais aussi de grandes capacités d'adaptation. J'ai bien sûr des souvenirs mémorables de cette période et je souhaite à tous les jeunes de vivre une expérience similaire au moins une fois dans leur vie. Ensuite, ma seconde expatriation concerne déjà une reconversion professionnelle dans la musique. Donc en 1997, j'ai fait le choix de quitter Madagascar et d'aller vivre à Bordeaux en France. J'ai en fait rejoint mon partenaire de l'époque, un artiste malgache, et je me suis reconvertie en devenant manageuse ou impresario, régisseuse et attachée de presse pour des musiciens professionnels. J'ai intégré un milieu qui m'était totalement inconnu. Je suis devenue ce qu'on appelle une intermittente du spectacle. J'ai travaillé aussi pour une association qui produisait différents groupes des musiques du monde. J'ai intégré les coulisses de petits et grands festivals français et européens. J'ai rencontré des célébrités. J'ai travaillé pour les Pink Martini. J'ai accompagné des artistes sur des plateaux télé, des émissions radio, des studios d'enregistrement. Et j'ai aussi été aux Victoires de la musique.
J'ai aussi connu pendant cette période, comme souvent dans ce milieu-là, l'instabilité financière, les petits boulots d'appoint, les difficultés à payer mes factures en fin de mois. Le bilan que je retire de cette période, c'est que vivre en France ne comprenait pas de gros enjeux d'adaptation culturelle, on est bien d'accord. En revanche, pour moi qui avais toujours voulu être enseignante primaire, voilà que je changeais déjà de métier et de milieu professionnel. J'ai appris à écouter mon cœur plutôt que ma raison. J'ai appris et compris l'importance d'oser saisir les opportunités, même les plus insolites. J'ai réalisé que tout était possible du moment qu'on se faisait confiance ou qu'on était prêt aussi à sortir de sa zone de confort. C'est ce qui m'a amené à vivre une vie que je n'aurais jamais imaginée. J'ai constaté aussi que j'avais de vraies qualités organisationnelles et relationnelles absolument nécessaires pour accompagner des artistes. J'ai aussi appris la débrouille et compris que la précarité est une situation qui peut arriver à tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Ensuite, nouveau virage professionnel, 10 ans dans l'humanitaire dans des contextes d'urgence. En fait, en 2000, après ma rupture avec mon partenaire de l'époque, j'ai ressenti le besoin de retourner dans l'humanitaire à l'étranger. J'ai postulé auprès de plusieurs organisations humanitaires et c'est le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui m'a engagé. J'ai travaillé 10 ans pour le CICR. Sur le terrain, j'ai vécu en Palestine, en Tchétchénie, au Congo, au Soudan, en Irak. J'ai appris un tout nouveau métier dans des contextes aux conditions sécuritaires souvent difficiles. Je me suis passionnée pour les programmes de protection de la population civile et en particulier les visites aux détenus, aux prisonniers. J'ai découvert le monde carcéral, les réalités complexes des populations qui vivent dans des régions en conflit et aussi l'action humanitaire dans des contextes d'urgence. Une vie passionnante avec aussi beaucoup de moments difficiles. J'ai été témoin de situations à la fois tristes et intolérables. J'ai eu peur pour mes collègues, pour la population, pour moi-même. Dans l'un des contextes, par exemple, je ne pouvais pas me déplacer autrement qu'accompagné de gardes armés. Dans d'autres contextes, j'ai fait face à des incidents de sécurité. J'ai aussi appris à négocier avec des parties au conflit. J'ai vécu des moments absolument surréalistes que seuls finalement ceux qui travaillent dans le secteur humanitaire peuvent vraiment comprendre. Au CICR, ma carrière a très vite évolué. J'ai rapidement endossé d'importantes responsabilités à gérer des gros programmes, à manager des équipes multiculturelles, interdisciplinaires et à occuper des postes de leadership. Ma vie à cette époque-là, c'était mon travail. Dans des contextes difficiles, je me suis aussi fait des amis pour la vie que j'ai gardés, que j'ai encore. Dans ce secteur humanitaire et en particulier au CICR, je faisais finalement partie d'une tribu, d'une famille qu'il sera difficile à quitter le moment venu un peu plus tard. Le bilan que je retire de cette expérience-là, de ces 10 ans au CICR, c'est que travailler pour le CICR dans des pays en conflit a été une expérience hors du commun, autant au niveau personnel que professionnel. Je l'avoue, je suis fière d'avoir représenté le CICR, même si tout n'est pas toujours parfait. J'ai compris aussi beaucoup de choses sur l'humanité, autant belle que terrible. J'en retiens surtout particulièrement d'innombrables histoires de résilience. J'ai connu les rires, les pleurs, j'ai connu la joie, la peur, la compassion et aussi la nécessaire distanciation émotionnelle, le stress, l'adrénaline, l'importance aussi du sens au travail. Je n'ai réalisé que bien plus tard combien mon engagement professionnel influençait finalement toutes les sphères de ma vie. J'ai aussi fait le constat que j'avais peu d'emprise sur mon parcours professionnel qui dépendait avant tout de besoins opérationnels. Au niveau personnel, pendant cette période, j'étais principalement célibataire et comme beaucoup d'humanitaires, j'ai fait face au défi de concilier mon engagement professionnel avec mes envies, besoins personnels, de prendre soin de moi, être en couple, fonder une famille ou garder les liens avec mes proches qui étaient restés au pays. Suite de ça, pendant cette période-là, en fait, j'ai aussi connu, un peu après ces quelques pays que j'ai mentionnés, les défis de la double carrière et du célibat géographique en expatriation. En fait, en 2004, j'ai rencontré mon futur mari, celui qui deviendra mon mari, au Congo-Brazzaville. Il travaille lui aussi dans l'humanitaire. En tant que couple en expatriation, nous avons fait face aux enjeux de la double carrière. En 2005, on a décroché un poste chacun
dans la même délégation de Khartoum. La veille du départ, pourtant, mon partenaire, donc mon futur mari, a reçu un feu rouge médical, ce qui fait que moi je suis malgré tout partie à Khartoum et lui il a été envoyé en Afghanistan. Nous avons alors expérimenté ce qu'on appelle le célibat géographique. En 2006, on a eu la chance d'avoir une mission commune, une mission conjointe en Irak. Pour des raisons de sécurité, on était basé à Amman, en Jordanie, et on faisait des allers-retours sur l'Irak. C'est pendant cette mission-là qu'on s'est mariés, un statut qui a été labellisé comme obstacle dans nos dossiers RH respectifs. Notre mobilité internationale devenait plus complexe à gérer aux yeux de notre employeur. Ce que je retiens de cette étape-là, c'est que l'expatriation en couple comporte de nouveaux enjeux. Combiner et constamment réévaluer les besoins et les envies de chacun, veiller aussi à cultiver une excellente communication. Le célibat géographique, quant à lui, il est souvent considéré comme un passage obligé quand on travaille dans l'humanitaire, mais ça n'en reste pas moins aussi un défi important. Ma vision de l'expatriation, finalement, a gentiment changé pendant cette période-là. Mes choix ne se faisaient plus seuls et nécessitaient des ajustements à deux, avec toutefois aussi l'impact positif de ne pas seulement penser à mon travail, mais aussi à ma vie personnelle. Étape suivante, 5 ans d'impatriation avec une nouvelle identité et de nouvelles valeurs. En fait, en 2007, après 13 ans d'expatriation à mon actif, mon mari et moi avons décroché un poste au siège du CICR à Genève, une aubaine, c'est ce que nous voulions. Joie et bonheur de retrouver une vie normale et de passer plus de temps aussi avec nos proches. Nous avons eu à cette époque-là 2 enfants, en 2008 et en 2006. Nous avons aussi décidé de quitter la Genève internationale pour rejoindre la région où j'avais grandi à la campagne. Ravi pour moi de revenir proche de mes racines, de me rapprocher encore plus aussi de ma famille et de mes amis. En parallèle, moi j'ai dû quitter le CICR parce que, ayant déménagé à la campagne, j'étais trop éloignée du siège avec des enfants en bas âge. Donc je suis retournée à l'enseignement à cette époque-là, mais sans parvenir à m'épanouir professionnellement. J'avais besoin de pouvoir mieux combiner mes expériences passées tout en assurant un bon équilibre de vie. J'avais besoin aussi de rester dans un environnement un peu plus international. Pendant quelques années, ça a duré quelques temps, j'ai cherché quelle pourrait être ma nouvelle orientation professionnelle sans vraiment réussir à l'identifier. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement perdue. Alors que j'avais jusqu'ici toujours su rebondir face aux transitions de ma vie professionnelle ou personnelle. J'ai finalement pris la décision de quitter l'enseignement sans trop savoir quoi faire ensuite. Les leçons que je retire de cette période-là, de cette impatriation, de ce retour au pays, de ce retour dans mon pays d'origine, c'est que j'ai découvert combien il est parfois difficile de se réinventer, alors que jusque-là, j'avais toujours su naviguer avec facilité les transitions de ma vie pro et perso. Avec le recul, j'ai aussi compris que j'aurais pu mieux préparer ce retour. Je ne m'étais pas du tout rendu compte que j'expérimentais, que j'avais changé surtout. J'avais pas réalisé combien mon identité et mes valeurs avaient changé, et je m'étais pas rendu compte combien j'expérimentais plusieurs transitions en même temps, plusieurs gros changements dans ma vie, un retour au pays, le nouveau statut de parent, la décision de quitter l'humanitaire, la nécessité de trouver une nouvelle voie professionnelle qui fasse sens à mes yeux et qui m'apporte aussi un équilibre. Donc voilà, je n'avais pas saisi non plus l'importance à cette époque-là de mener une réelle introspection sur qui j'étais devenue et sur ce que je voulais vraiment. Surtout, je ne savais pas trop en fait comment mener cette introspection, cette réflexion de fond. J'ai appris depuis que dans la vie, il y a des moments où on se questionne. Au fond, même si c'est très inconfortable, c'est une période qui est saine, voire salvatrice. Ce que je n'avais pas encore intégré à cette époque-là, c'était l'importance de parfois oser se faire accompagner quand on se sent bloqué. Je le découvrirai un petit peu plus tard. De là, une nouvelle expatriation, mais avec cette fois le statut de conjoint compagnon. En fait, on pensait rester en Suisse pour toujours, mais la vie nous a offert une nouvelle opportunité à l'étranger. En 2013, mon mari a eu la proposition d'un poste à New York, toujours avec le CICR. Belle synchronicité pour moi, parce que je venais de quitter mon job d'enseignante et je me posais 1000 questions sur la suite, alors que mes enfants étaient en bas âge, ils avaient 3 et 5 ans, l'opportunité finalement de réfléchir à quoi faire ensuite. New York, pour des humanitaires qui ont fait des années de terrain d'urgence, résonne un peu comme une expatriation facile.
Pourtant, les apparences ont été trompeuses. Ce qui avait foncièrement changé pour moi, c'était le rôle que je venais d'endosser, celui de conjointe accompagnante. Un statut qui est rempli de défis, rupture avec mon identité professionnelle, dépendance financière, absence de cadre, aucune reconnaissance sociale, difficulté de trouver ma place et mon équilibre avec cette étiquette-là. Après des années comme salarié, je n'étais soudain, aux yeux de la société, plus que la femme de, un statut qui au mieux génère de l'indifférence et qui au pire est considéré comme une source d'ennui et des coûts supplémentaires par l'employeur du conjoint qui est le porteur du projet professionnel en expatriation. En revanche, pendant cette période, j'ai pu saisir cette chance pour reprendre mes études à l'Université de New York. J'ai choisi de me certifier en coaching professionnel et personnel. Grâce à mes études, j'ai enfin été accompagnée. Je me suis aussi équipée d'outils pour clarifier qui j'étais et ce que je voulais vraiment pour tous les domaines de ma vie. C'est ce qui m'a permis de trouver ma nouvelle voie professionnelle, celle d'accompagner, ce que je fais encore aujourd'hui, d'accompagner les humanitaires, les conjoints accompagnants et les expatriés dans leur développement professionnel et personnel et dans leur transition de vie et de carrière. Ce que je retire de cette période, c'est j'ai découvert finalement les enjeux du statut de conjoint accompagnant et combien apprendre à se réinventer était absolument crucial dans ce rôle-là. J'ai appris à me détacher aussi du regard des autres et des jugements sur ce statut qui est très mal compris, voire mal famé. Grâce à cette expatriation à New York, j'ai compris aussi qu'il n'y a pas d'expat facile ou difficile. J'ai surtout réalisé que ce n'est pas tant le contexte, mais plutôt ce qu'il se passe en nous qui influence notre manière d'appréhender notre expatriation. À ma grande surprise, j'ai découvert une culture positive avec une approche qui encourage la prise de risque, l'entrepreneuriat et valorise l'échec, une belle source d'inspiration pour moi. J'ai aussi réalisé à quel point j'aimais apprendre. Reprendre mes études signifiait pour moi finalement d'activer l'une de mes principales forces de caractère qui est l'amour de l'apprentissage. C'est aussi à cette époque-là que j'ai compris l'importance de pouvoir se faire accompagner justement dans mes questionnements et face à mes transitions de vie et de carrière, j'ai expérimenté les bienfaits du coaching. De là, une nouvelle étape, une nouvelle reconversion professionnelle et la création d'une carrière nomade. Après mon année de formation à l'Université de New York, j'ai continué à me certifier en coaching de groupe, psychologie positive, résilience, intelligence émotionnelle et sociale et un peu plus tard aussi à la prévention burn-out. Et ensuite, pour pratiquer mon nouveau métier de coach, je me suis mise à mon compte. J'ai créé mon entreprise nomade, adaptée à la carrière mobile et internationale de mon mari, moi qui pensais ne pas être faite pour l'entrepreneuriat. Pour me lancer à mon compte, j'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout administratives, qui étaient principalement liées à mon statut, une fois encore, de conjointe accompagnante, en termes de visa, permis de travail et autres. J'ai heureusement réussi à les surmonter pour enfin m'épanouir à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, personnel et familial. Après 3 ans à New York, nous avons enchaîné une nouvelle expatriation à Washington. L'originalité étant qu'on est resté dans le même pays, on a déménagé juste dans une autre ville, du jamais vu pour nous. Mon mari et moi, on a trouvé ce changement très facile, aisé et positif. Pourtant, contre toute attente, ça a été particulièrement compliqué pour notre fils cadet qui avait alors 6 ans. Il a très mal vécu ce déracinement-là de son école, de ses enseignants, de ses amis, de son cadre de vie. Il est passé par des moments vraiment difficiles, régression, terreur nocturne, anxiété. Mais heureusement, au bout de quelques mois, il s'est finalement intégré à sa nouvelle vie et tout est rentré dans l'ordre. Nous avons pu construire sur cette expérience par la suite pour faciliter ses futures transitions de vie en lui rappelant combien il avait réussi à surpasser cette période compliquée pour lui. Ce que moi je retire de cette période-là, c'est que j'ai découvert qu'être coach à son compte, c'est aussi devenir entrepreneur. J'ai dû endosser de multiples casquettes en dehors du coaching et je me suis aussi régulièrement formée à ces multiples casquettes, que ce soit en gestion d'entreprise, marketing, conception de site, CEO, etc. Finalement, j'ai non seulement beaucoup appris de mon métier de coach, mais aussi de mon statut d'entrepreneur. J'ai adoré et j'adore toujours cette possibilité de pouvoir d'adapter mon activité professionnelle à mes besoins personnels et familiaux.
Mais j'ai aussi compris que bien que je sois à mon compte, mon étiquette de conjointe accompagnante reste malgré tout toujours le premier regard qui est posé sur moi. J'ai depuis un métier que j'adore, il me permet d'accompagner des personnes qui souhaitent créer des changements positifs dans leur vie personnelle et professionnelle. Elles ont toutes, ces personnes-là, des parcours et des profils tout à fait uniques et qui forcent l'admiration. Chaque accompagnement est pour moi une magnifique rencontre. On dit toujours que les enfants sont agiles et s'adaptent facilement aux changements. Et c'est vrai. Pourtant, parfois, c'est aussi important de normaliser le fait qu'eux aussi peuvent rencontrer des difficultés. C'est difficile en tant que parent de ne pas culpabiliser, d'imposer tous ces changements, cette vie d'expatrié à ses enfants. J'en retire aujourd'hui une leçon importante. La résilience se construit dans l'adversité. Cette vie d'expat a finalement permis à mes enfants de développer leur résilience, leur adaptabilité, en plus d'être devenus bilingues, ce qui est aussi non négligeable comme atout. De là, les expatriations en famille qui s'enchaînent et petit à petit l'éloignement qui devient réel. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, en 2019, nous quittons les États-Unis pour la Jordanie, le pays où mon mari et moi avions vécu notre première mission commune, et c'était l'époque où on s'était mariés, une région que j'affectionne particulièrement, mais où travailler avec un visa de conjointe n'était pas possible. Le Covid est également venu perturber cette période avec un confinement très difficile. La famille est restée enfermée 4 mois dans notre appartement, sans compter les multiples week-ends en lockdown par la suite. Les enfants ont vécu 18 mois d'école en ligne. Voilà, ça n'a pas été simple, comme pour beaucoup de monde dans cette période. Nous en sommes pourtant ressortis plus forts que jamais en tant que famille. Par contre, la distance avec nos parents et amis restés au pays, avec l'impossibilité de rentrer pendant plus de 18 mois, nous a énormément pesé. L'absence d'un chez nous en Suisse nous a également questionnés. Avec des enfants, assurer les liens avec les grands-parents restés au pays et leurs racines, c'est devenu un enjeu important aussi. En 2021, nous quittons la Jordanie pour partir nous installer à Yaoundé, au Cameroun, un retour en Afrique qui nous ravit. Nous sommes heureux aussi de faire découvrir ce continent à nos enfants et nous réalisons aussi à quel point chaque pays d'Afrique est différent. De mon côté, les conditions sont réunies pour continuer à développer mon activité professionnelle. Je me sens toujours aussi chanceuse d'accompagner des humanitaires, des expatriés, des conjoints accompagnants aux profils et parcours les plus divers. À leur côté, je continue à grandir. Ce mois-ci, nous amorçons notre 4e année à Yaoundé avec nos enfants qui sont devenus des adolescents. Tout au long de leur expatriation, nos ados ont fait preuve d'une grande flexibilité en changeant non seulement 6 fois d'école et d'amis, mais surtout aussi 5 fois de système scolaire. Le cursus scolaire dépend beaucoup des disponibilités de nos pays d'accueil, donc c'est pour ça qu'ils ont été amenés à changer si souvent de système scolaire. Ils sont actuellement dans des années charnières de leur scolarité, où un changement de système scolaire n'est plus envisageable. En conséquence, nos choix d'expatriation ont un réel impact maintenant sur leur propre avenir. Un autre point qui a changé pendant ces années-là, c'est l'âge de nos parents respectifs. Maintenant, ils sont octogénaires, enfin presque tous, sauf une, ma maman qui approche des 80. Ils font de plus en plus face à des soucis de santé. Ils vieillissent tout simplement. L'année dernière, malheureusement, mon mari a perdu son père. Et dans ces moments-là, notre choix d'une vie d'expat se retrouve finalement fortement remis en question. Ce que je retire de ces années, c'est j'ai compris combien, à chaque nouvelle expatriation, un nouvel effort pour me réinventer, mais surtout aussi réinventer mon entreprise est systématiquement nécessaire. J'ai réalisé combien la persévérance est clé dans ces moments-là. J'ai découvert combien l'expatriation en famille est une expérience qui est inoubliable. Elle nous rapproche, elle nous enrichit, elle enrichit nos enfants pour la vie. Ils sont devenus ce qu'on appelle des enfants de 3e culture. Nous avons beaucoup de chance parce qu'ils ont fait preuve d'incroyables capacités de résilience. Et ils continuent à se concentrer sur le positif plutôt que les difficultés. En revanche, maintenant qu'ils sont adultes, j'ai réalisé que la scolarité est devenue un enjeu crucial qui rend notre mobilité internationale bien moins flexible. C'est malheureusement aussi noté comme un obstacle dans le dossier RH de mon mari. Et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix à l'heure actuelle, ils ont 14 ans et demi, bientôt 15 et 16 ans et demi, bientôt 17, que de considérer leur scolarité comme une priorité. Avec les aînés, j'ai aussi réalisé combien l'éloignement
avec nos proches est devenue de plus en plus difficile à gérer et à accepter même. Ça nous a poussé à enfin acquérir un appartement à nous, un pied-à-terre près de Genève pour faciliter nos visites au pays tant qu'on est encore sur le terrain. Voilà un petit peu le parcours. Là, on est toujours à Yaoundé. La question est expatriation pour toujours ou retour au pays. Pour l'instant, nous sommes basés au Cameroun. La suite, nous ne la connaissons pas. Ça implique bien sûr un flou professionnel pour mon mari et pas mal de pression sur ses épaules aussi sur où et comment va bouger sa famille. C'est dépendant, comme disent souvent les employeurs. De mon côté, ça génère aussi des incertitudes sur la suite de mon activité professionnelle. Bien qu'elle est nomade, j'ai appris tout au long de ces années, et j'en ai déjà parlé là, que chaque nouveau changement va inévitablement nécessiter de réajuster mon activité professionnelle. Ça signifie aussi pour nos enfants, actuellement, dans des années charnières de leur scolarité, de faire preuve d'une grande implication scolaire pour minimiser l'impact d'un changement d'école. Nous sommes tous conscients dans la famille qu'il sera inévitablement au moins bon moment de leur scolarité, en particulier pour le grand, l'aîné, qui est dans son avant-dernière année du baccalauréat. Voilà, donc expat ou impat, nos envies sont assez claires en fait. Nous souhaitons rentrer en Suisse pour les années à venir, mais comme pour beaucoup d'expatriés, nous ne sommes pas totalement aux commandes de cette décision-là. En attendant, nous savourons encore un peu notre vie à l'étranger, surtout que l'expatriation, soyons clairs, fait maintenant complètement partie de notre ADN. En conclusion, j'ai envie de dire que pour rien au monde, je ne changerai ma vie et mon parcours. J'ai vécu des expériences incroyables. J'ai appris, je me suis enrichie tout au long du chemin. Ça a été très diversifié, mon expérience, et j'en suis vraiment ravie. L'expatriation, c'est vrai, est souvent perçue comme une vie privilégiée. Et c'est vrai, l'expatriation nous apporte énormément et nous permet aussi très souvent de vivre dans de belles conditions. Pourtant, je crois que parce que je raconte aujourd'hui, ça démontre aussi que c'est un style de vie qui comporte des défis importants. Par ailleurs, chaque expatriation est très différente l'une de l'autre. Comme je le dis plus haut, quoi qu'il en soit, après toutes ces années à l'étranger, l'expatriation a forgé mon identité et fait maintenant partie intégrante de ma personne et de mon ADN. Même si un jour je rentre, je garderai toujours au fond de moi ce petit gène de l'expat, ça j'en suis sûre, tout comme j'ai gardé celui de l'humanitaire, une tribu que je n'ai jamais totalement quittée non plus. Voilà un tout petit peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a fait écho. En tous les cas, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en avez pensé ou à réagir sur ce que j'ai raconté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon où vous êtes et à bientôt j'espère.